Bonjour à tous, c'est un peu frustrant parce que du coup on voit pas forcément qui est là, mais bonjour à tous. L'idée aujourd'hui c'est de parler avec vous de mobilité, électrique. Donc je suis accompagné de Raphaël qui travaille chez Mon Courtier Énergie, sur ce sujet-là et moi donc je suis Charlie Evrard, le président de Mon Courtier Énergie. Donc on va commencer par une très, très rapide introduction de qui on est et puis ensuite je vais laisser la parole à Raphaël qui s'occupera de vous présenter, heu le sujet mobilité électrique. Donc très rapidement, Mon Courtier Énergie, c'est une structure qui a 5 ans, qui est basée à Bordeaux, qui a comme mission d'accompagner les clients dans la gestion de leur contrat d'énergie. Aujourd'hui, on a plus ou moins 130 collaborateurs, donc répartis au siège bordelais et dans le réseau d'agences que vous pouvez voir à droite, dans les petites bulles, que vous voyez sur l'écran. Hem, on accompagne, 25 000 clients à date, sur la gestion de leur contrat d'énergie. On travaille avec un panel de 22 fournisseurs et du coup, on est le 1er réseau de courtage en énergie en France. Outre, outre les chiffres, on est, une société qui aussi, s'engage. Donc on fait partie du syndicat des courtiers en énergie qu'on a cofondé avec, quelques concurrents, qui sont peut-être là d'ailleurs, je suis en train de regarder sur les participants. On est aussi organisme de formation, donc on a une accréditation Calliope, on fait partie de la French Tech, bordelaise et on a aussi, obtenu, un label récemment, Great Place to Work. Donc voilà en quelques mots, quelques infos sur notre structure. Globalement, notre métier, c'est quoi? C'est d'essayer d'accompagner les clients professionnels, la majorité de nos clients sont des professionnels, sur, 3 aspects. La première approche, c'est la gestion, des contrats la gestion de l'achat des contrats d'énergie. Donc, globalement, on accompagne nos clients dans, l'audit de leur périmètre, de leur contrat actuel et on essaye de trouver des solutions, plus intéressantes que ce qu'ils avaient historiquement. En ce moment, c'est compliqué, mais en tout cas, une solution qui pourrait être adaptée aux besoins des entreprises, notamment, dans un contexte, actuel, compliqué. Donc outre cette partie achat et comparaison des différentes, offres des fournisseurs, on a aussi tout un service d'accompagnement, donc pour justement aider les entreprises à bien gérer les contrats une fois qu'ils ont été bien négociés. Donc on travaille sur tout ce qui va être, optimisation de taxes, optimisation de tarifs d'acheminement, gestion de la relation avec les fournisseurs, voilà, beaucoup de services, techniques qui ne sont pas l'objet de la réunion du jour. Et enfin, on se développe depuis plus récemment sur l'idée d'essayer d'accompagner les clients dans la transition énergétique. Donc on commercialise notamment on les accompagne dans les achats de garantie d'origine, dans le décret tertiaire et puis aussi depuis 6 mois maintenant, on commercialise des offres de bornes électriques, ce qui est le sujet du jour. Donc Raphaël, j'ai fait 5 minutes, tu vois? Donc maintenant, je te laisse la main. Bonjour à tous, donc aujourd'hui Alors on va juste attends, du coup, je te coupe forcément, vas-y désolé. forcément. Petit aparté, si jamais vous voulez nous poser des questions, vous pouvez le faire par chatter et du coup, pendant que Raphaël parle, j'essaierai de répondre aux questions. Voilà. Donc aujourd'hui, donc, comme l'a dit Charlie, nous allons parler mobilité électrique. Donc nous, depuis 6 mois, on essaye de se développer sur ce produit et nous allons voir un peu le marché de la mobilité. Donc il y a un besoin qui est en pleine expansion. On peut voir donc sur ces graphiques l'évolution du nombre d'immatriculations de véhicules électriques et hybrides en France. Donc bon, vente de véhicules électriques et hybrides vont forcément avec borne de recharge. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une explosion en 2020 par rapport aux années précédentes, qui continue en 2021. Donc, en France, en 2021, il y a 316 000 immatriculations de véhicules électriques et hybrides en France qui ont été effectuées, ce qui représente 18% de part du marché sur les ventes de voitures. Et relié à ça, on a forcément l'évolution du nombre de bornes de recharge ouvertes au public en France qui est liée et qui doit forcément évoluer en conséquence. Fin 2021, on avait 54 000 bornes de recharge ouvertes au public à disposition de tout le monde sur le réseau de transport français. L'objectif initial de l'État était donc de vendre, enfin de faire installer 100 000 bornes de recharge. Donc, un peu plus dans le détail concernant le marché des véhicules électriques et hybrides. Donc, on peut voir la répartition des parts de marché de ces deux types de véhicules. Donc, 7,9% en 2021 sur la période de janvier à décembre, toute l'année, sur l'hybride, et sur l'électrique, on est à un peu moins de 10%. Donc, on peut voir que en cumul, on est à un peu moins de 316 000 donc, véhicules électriques et hybrides rechargeables immatriculés en France. Pour le véhicule
pour les véhicules hybrides, le top 3 des concessions, voilà, Toyota, Renault et Hyundai. Et pour le véhicule électrique, Tesla, Renault et Peugeot qui arrivent en tête. Donc voilà, donc, comme l'a mentionné la diapo précédente, il y a 62% d'augmentation par rapport à 2020 et 355% par rapport à 2019. L'objectif à fin 2022, du coup, c'est 600 000 véhicules 100% électriques et 400 000 véhicules hybrides rechargeables. Forcément, du coup, pour répondre à ce besoin continu de véhicules électriques et hybrides, il faut augmenter le nombre de bornes en France et le nombre de bornes ouvertes au public. Donc, il y a une obligation réglementaire qui est la loi de mobilité de l'homme, qui oblige les immeubles existants ou en construction à s'équiper de bornes de recharge. Voilà. Donc, l'objectif est que d'ici 2025, il y ait une borne toutes les 20 places de parking sur les parkings qui ont bien évidemment plus de 20 places. Pour aider à cela, l'État a mis en place un dispositif d'aide financière, la prime à devenir, qui prend en charge la fourniture et l'installation des points de recharge en entreprise ou autre. Bien sûr, ça ne comprend pas tous les services qui vont avec, et notamment la supervision et les contrats de maintenance qu'on évoquera tout à l'heure ne sont pas pris en compte dans cette prime. On discutera aussi tout à l'heure de l'éligibilité de la prime à devenir, mais qui est en partie assujettie à la certification IRVE de l'installateur. Comment fonctionne la prime à devenir aujourd'hui? Voilà, donc nous, pour toutes les entreprises avec qui on travaille, on leur propose un accompagnement pour avoir cette prime. Donc on a les accès sur la plateforme, on a des offres labellisées et grâce à ces offres-là, une fois qu'un devis est signé, un devis borne est signé, voilà, donc nous faisons une première demande sur la plateforme à devenir qui nous envoie une proposition en fonction du nombre de bornes, du type de borne, type d'installation, ouvert au public, fermé. On signe la proposition de l'offre, puis cette prime donc, est réservée pendant 6 mois, le temps que les travaux se fassent. Surtout, voilà. Aujourd'hui, 6 mois, c'est vrai que c'est rapide avec les conditions du marché. Les délais de travaux peuvent peuvent souvent être reportés. Donc, il y a un peu de flexibilité là-dessus. Et suite à ça, une fois que l'installation est réalisée, voilà, on a des éléments qui doivent justifier le fait que la borne ait bien été installée pour pouvoir toucher la prime. Et notamment le contrat de maintenance, le certificat IRVE de l'installateur, voilà, des choses que nous verrons tout à l'heure. Donc les différentes cibles pour la prime à devenir. Nous travaillons principalement sur les 2 premières lignes du tableau, donc les entreprises et personnes publiques, parking privé à destination de flotte et salariés. Ça, c'est pour toute entreprise qui veut uniquement réserver ses bornes à ses salariés ou à ses clients ou à des visiteurs qui ne veulent pas l'ouvrir au public. Et enfin, pour lesquels il y a un taux d'aide de 20% du montant du devis ou un plafond de 600 € par point de charge. Et pour les autres entreprises de type parking privé ouvert au public, donc celles qui veulent mettre à disposition leur borne au public, on a un taux d'aide qui est plus élevé et qui va d'ailleurs changer au 1er août 2022. Donc voilà, dans un mois, les tarifs, les taux d'aide changent plutôt rapidement parce que voilà, l'État décide d'augmenter la cadence et de faire installer des bornes le plus rapidement possible. Donc voilà, on est à 20% en privé, 50% ouvert au public. Donc pour l'instant, c'est quand même plus avantageux d'ouvrir ces bornes au public. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les différentes conditions d'éligibilité pour obtenir la prime à devenir. En premier lieu, et le plus important, c'est la certification IRVE de l'installateur. Donc voilà, on doit se faire installer des bornes électriques. Toute l'installation électrique, voilà, toute l'installation doit être faite par un électricien ou une entreprise qui a la certification IRVE. D'autre part, donc il faut fournir sur la plateforme à devenir. D'autre part, un contrat de maintenance de 3 ans doit être signé, pas forcément avec une entreprise, avec un électricien certifié IRVE. Donc on peut le faire soit avec son électricien si on en connaît un, soit voilà, nous on propose cet accompagnement aussi. Ce qui est un contrat qui est à joindre aussi dans les pièces justificatives. La supervision, c'est un outil de gestion des bornes, gestion du tarif, gestion des sessions de recharge, voilà, un accès de pilotage des bornes qui est obligatoire pour avoir la prime. Un système de pilotage énergétique aussi directement lié à la borne. La signalétique qui est fondamentale aussi. Forcément, donc soit on peut décider de mettre des panneaux sur les pieds qui supportent les bornes, soit un marquage au sol. Voilà. Donc les deux sont possibles. On peut en mettre un des deux ou les deux. D'autre part, la déclaration des données géographiques des points de charge. Forcément, il faut que voilà. Alors il y a 2 cas, soit les bornes sont ouvertes au public, auquel cas tout le monde pourra visualiser les bornes, mais même quand on les met en privé, il faut quand même déclarer géographiquement son point de charge pour justement que JREV, le point qui est juste au-dessus, la connexion à JREV, puisse
donner des statistiques sur le nombre de bornes au national, en France. Donc, quels intérêts pour les entreprises? Charlie, je te laisse la main. Donc, oui, j'arrive, je prends mon temps. Donc globalement, nous, c'est un produit qu'on a aussi développé par rapport à un besoin qui est exprimé par nos clients. Alors, il y a en effet le cadre réglementaire qui va devenir contraignant. Il y a cette dimension d'aide qui va, qui va plutôt en descendant au fil du temps pour essayer de pousser les entreprises à installer rapidement des bornes. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, pardon, c'est qu'il y avait globalement trois grandes raisons de le faire. Donc la première souvent, c'est la volonté d'électrifier sa flotte de véhicules, donc pour les entreprises qui ont une flotte de véhicules avec des commerciaux ou des gens ou des installateurs notamment, qui ont du coup la volonté de passer d'une flotte diesel ou sans plomb à une flotte électrique, voire hybride. Donc il y a un vrai sujet autour de ça, notamment pour les gens qui font des bilans carbone dans l'entreprise, notamment pour les gens qui ont une petite RSE. Et donc ça, c'est un des drivers qui poussent les entreprises à installer des flottes. Il y a aussi, bah, potentiellement, de proposer un service pour les salariés. Donc, c'est aussi une demande avec la flotte de véhicules, hybrides ou électriques qui augmente, ben, forcément les salariés veulent aussi avoir la possibilité, dans certains cas, d'utiliser des bornes, sur le lieu de travail. Ça permet aussi de travailler sur l'image de la marque employeur. Ça peut être également un avantage fiscal pour certains salariés et également pour les propriétaires de leurs bureaux, c'est aussi une façon de valoriser, le patrimoine foncier, en sachant que de toute façon avec, l'augmentation qu'on connaît déjà, sur les véhicules électriques ou hybrides et les tendances qu'on voit sur le marché, forcément, tout le monde va être obligé un peu d'y passer, et de de rendre ce service à ses salariés. Et enfin, la dernière chose qui est aussi un driver, alors ça va dépendre aussi de l'activité, des entreprises, hein. On est plutôt du coup sur, potentiellement des hôtels, des campings et cetera. Mais il y a cette possibilité, d'installer des bornes ouvertes au public, puisque c'est aussi un peu l'enjeu, hein. L'enjeu, c'est d'avoir des bornes, mais potentiellement le plus d'usagers, possible qui puissent utiliser ces bornes. Donc, c'est aussi pour ça que les aides sont plus importantes quand les bornes sont ouvertes au public. Hem Ça permet, bah, du coup de répondre à ce besoin, et aussi potentiellement, de rentabiliser son investissement en termes de bornes. Donc, je pense que c'est par la suite on va vous montrer un exemple, voilà, c'est juste là, bah, d'études, en tout cas qu'on a menées pour essayer de trouver, bah, le ROI de l'installation de bornes. Donc le fait d'ouvrir au public, forcément, on va pouvoir revendre l'électricité, heu heu, utilisée par des usagers qui sont par électricité pour charger la voiture, d'avoir, une rentabilité assez rapide. Donc ce qu'on considère, bah, c'est le nombre de bornes forcément, la moyenne de recharge qui est effectuée sur ces bornes, le nombre de jours où, ben, le parking est ouvert, le nombre de véhicules extérieurs qui va venir chaque jour. Donc on essaye de faire des moyennes et d'anticiper aussi par rapport à l'emplacement, de la borne et par rapport au trafic qu'on peut imaginer. Un taux d'occupation moyen, le prix de l'achat d'électricité, donc bon là qu'on a mis à 140 €, ça dépend, de pour tout le monde, mais en tout cas, un prix de revente puisqu'en effet vous allez définir derrière un prix auquel vous allez revendre l'électricité, que vous allez mettre à disposition des usagers au public. Donc il y a aussi tout un jeu un peu concurrentiel, hein, de regarder quelles sont les bornes publiques, enfin, aux bornes ouvertes au public autour de chez soi et puis forcément d'avoir un prix qui correspond à ce que propose le marché. Et globalement, on arrive, généralement à rentabiliser l'installation au bout de, bon, quelques mois quand même, mais généralement en moins de 4-5 ans, la borne peut être rentabilisée, dans le cadre d'une ouverture publique, en incluant bien sûr, les aides initiales qui, ben, aujourd'hui sont à 50 mais qui pourraient être dégressives dans le futur. En tout cas, c'est pas forcément ce qui au départ est vu comme un coût supplémentaire, finalement, ça peut être aussi pas forcément une source de revenus, mais à minima quelque chose qui peut être rentabilisé, quand on décide d'ouvrir, la borne au public. Voilà l'exemple qu'on voulait vous donner. Raphaël, c'est toi qui reprends la main, il me semble? Ouais. Alors, aujourd'hui, quels sont les critères techniques pour choisir la bonne solution? Donc si on fait un bilan rapide, du marché de la borne de recharge en France,
Donc voilà, 62 136, c'est le nombre de points de charge ouverts au public au 31 mai 2022. On avait donné tout à l'heure l'objectif de 100 000, donc on s'y rapproche, mais voilà, il faut continuer pour suivre la cadence des véhicules électriques. Donc c'est 51% d'évolution sur les 12 derniers mois, et ça représente aussi 92 points de recharge en moyenne pour 100 000 habitants. Alors maintenant, on va parler rapidement des différents types de bornes électriques. Donc sur ce camembert, vous pouvez voir la répartition des différents types de bornes en France. On peut différencier donc les bornes AC, courant alternatif, et les bornes DC, courant continu, qui sont plus communément appelées les bornes de recharge, les superchargeurs, les bornes de recharge rapide. Donc on peut voir que 90%, voire 92% du marché, ce sont des bornes AC, donc voilà que vous pouvez voir ici, soit de puissance inférieure à 7,4 kW, soit voilà, compris entre 7,4 et 22 kW. Donc globalement, 90% du marché, c'est des bornes courant alternatif de puissance inférieure à 22 kW. Voilà. Et les superchargeurs, voilà, on peut voir que les superchargeurs, voilà, c'est pour des cas plutôt rares, que ce soit sur des aires de stations de charge sur autoroute. Mais c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus que le besoin du client, voilà, au tout début, on nous demande, voilà, on a souvent cette demande-là, hein, voilà, on voudrait des bornes qui rechargent très rapidement les véhicules, mais en creusant un peu, en qualifiant le besoin du client, on se rend compte que des bornes 22 kW ou 11 vont très bien convenir avec les véhicules qui viennent sur site, le temps de charge disponible dont elles ont. Voilà, donc on se rend compte que ces bornes AC, donc AC courant alternatif, je vais vous expliquer la différence entre les bornes AC et les bornes DC. Les bornes AC, donc c'est les bornes courant alternatif. Le courant qui circule dans le circuit électrique, c'est du courant alternatif qui arrive directement sur la borne. Et en fait, c'est dans le chargeur intégré de la voiture que la conversion de courant se fait. Il faut du courant continu dans la voiture et c'est dans la voiture que se fait donc la conversion. C'est pour ça que sur ces bornes AC, le temps est plus long parce que la conversion se fait dans la voiture. Sur les bornes DC, le courant est directement converti dans la borne, et c'est pour ça que ce sont des bornes beaucoup plus performantes, mais qui coûtent beaucoup plus cher aussi à l'achat. Et c'est pour ça qu'après, le véhicule peut recharger beaucoup plus rapidement. Donc voilà la répartition. À l'achat et à l'installation. Ouais, achat et installation. Voilà. On est vraiment sur du x5 voire x10. Donc sur ces diapositives, nous pouvons voir les différents types, on va voir les différents temps de charge, pardon. Donc nous avons à votre gauche les trois top ventes, les trois véhicules électriques les plus vendus en France. Donc la Tesla Model 3, la Renault Zoé et la Peugeot 208. Donc globalement, les temps de charge vont dépendre de la puissance de la borne, du chargeur embarqué de la voiture, donc de la puissance acceptée, la deuxième colonne. C'est principalement les deux paramètres qui vont faire varier les temps de charge. Bien sûr aussi la puissance souscrite et la puissance disponible électrique du site à l'instant T. Mais voilà, ça, ce sont des paramètres qu'on va voir un petit peu plus tard avec tout ce qui est supervision, le Dynamic Power Management, tout ça. Donc pour une Tesla Model 3, on peut voir que donc sur une borne AC 22 kW, la Tesla n'accepte que du 11 kW. Donc en fait, installer une borne 22 kW si on n'a que des Tesla, ça n'aurait pas vraiment de pertinence, car le temps de charge entre le 11 kW et le 22 est le même, vu qu'elle accepte que du 11. Ensuite, sur du 7,4, elle accepte 7,4 et sur du 3,7, la même chose. Donc voilà, on peut voir que donc, sur une borne de recharge AC, donc le plus communément installé, la Tesla Model 3 met 3h08 pour recharger 20 à 80% de sa batterie. On rappelle que pour les véhicules électriques, la plupart du temps, la recharge se fait rarement jusqu'à 100%, sauf quand on la laisse la nuit. Mais voilà, la charge est plus rapide jusqu'à de 20 à 80%. On peut utiliser la métaphore du seau d'eau, on le remplit rapidement au tout début, puis après on fait du goutte à goutte. C'est un peu pareil pour les batteries de véhicules. Donc voilà, un peu moins de 400 km d'autonomie récupérée avec un chargeur en 3 heures avec une borne 11 kW ou une borne 22. Si on passe à la Renault Zoé, donc les Renault font parmi presque les seuls véhicules qui acceptent du 22 kW en chargeur embarqué. Donc on peut voir que le temps de charge d'une Renault Zoé sur une bande 22, forcément, est plutôt rapide, 1h26. Donc en moins d'une heure et demie, on recharge 80% de la batterie, ce qui équivaut à 312 km d'autonomie récupérée. Et sur la 208, on peut voir que la pertinence en fait de mettre une borne 11 kW ou 22 kW, la pertinence n'est pas là, car la puissance acceptée va uniquement être 3,7 ou 7,4.
sur ce véhicule. Donc voilà, globalement, une borne 7,4 est la plus pertinente pour une Peugeot i208, qui en 4 heures rechargera 272 km. Donc sur certaines bornes, ce qui est intéressant, c'est le logiciel intégré et le pilotage intelligent de la borne. Donc il y a 2 types de pilotage, le pilotage temporel et le pilotage de puissance de recharge. Donc sur le schéma de gauche, nous pouvons voir que voilà, nous avons le prix de l'électricité ici qui est bas, en heure creuse. Voilà, donc le véhicule se recharge en heure creuse avec un prix de l'électricité plutôt bas. En heure pleine, le prix de l'électricité augmente. Si un véhicule arrive à ce moment-là, la borne va naturellement comprendre qu'il faut décaler la recharge et la mettre une fois qu'on repasse en heure creuse. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va permettre d'optimiser ses coûts d'énergie quand on recharge les bornes. Donc voilà, la borne détecte le moment opportun pour lancer la recharge sur la période tarifaire la plus avantageuse et la voiture est branchée, mais la recharge se lance automatiquement qu'une fois que la tranche horaire est atteinte. Le pilotage de puissance, ça c'est ce qui est intéressant aussi et ce qui peut parfois éviter d'augmenter la puissance souscrite d'un compteur. Lorsqu'on est un peu, on va dire, limité en puissance souscrite avant d'installer une borne, la borne va contrôler l'appel de puissance de la recharge afin de ne pas dépasser la puissance souscrite. Donc on peut voir donc l'appel de puissance de la borne, voilà, la puissance souscrite qui est ici, mais la borne va moduler pour ne pas faire de dépassement et ainsi que ça ne disjoncte pas ou qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires en fonction des dépassements. Voilà, donc l'appel de puissance est modulé et évite, comme je vous l'ai dit, d'augmenter la puissance souscrite. La supervision. Donc ça, c'est une condition qui est aussi obligatoire donc, pour la prime à venir, comme dit précédemment. Qu'est-ce que la supervision permet de faire? Donc le portail client permet de voir les historiques de sessions de charge avec tous les indicateurs d'exploitation, le nombre de sessions, l'énergie consommée, CO2 épargné, l'état des bornes aussi en temps réel, s'il y a quelqu'un qui se charge ou non, donc occupé ou libre. Et ça permet aussi de configurer et de modifier les bornes et cartes de recharge. Voilà. Donc, sur l'interface, on peut configurer ces bornes, donc le nom de la borne, l'ouverture au public, tout ça, et les cartes de charge. Sont justement des cartes à identifiant unique qu'on peut donner voilà, à un salarié, qu'on peut donner à un collègue pour pouvoir se recharger et paramétrer des tarifs en fonction, enfin unique à chaque carte, on va dire. Le paramétrage est très libre. Donc voilà, la supervision aussi permet d'avoir l'assistance technique 24 heures sur 24. Donc lorsqu'on a un problème avec sa borne, on peut communiquer, appeler cette assistance pour partager son problème et avoir un dépannage ou des réparations les plus rapidement possible. Ensuite, voilà, donc on peut gérer l'ouverture au public et la gestion des tarifs, définition des tarifs de charge par catégorie, employé, tiers, voilà, ouvert à tout le monde ou partenaire, l'interopérabilité maximale pour accepter la quasi-totalité des cartes de mobilité du marché, et collecte des fonds et remboursement automatique de 100% du tarif décidé. Et enfin, le pilotage énergétique, qui est aussi donc un critère pour l'éligibilité de la prime à devenir, c'est voilà, plafonnement de la puissance maximale de la station de charge et répartition dynamique de la puissance pour les charges en cours. Un peu ce qu'on a Donc, vu à la diapositive. pour accompagner ce que disait Raphaël, donc l'idée c'est vraiment d'essayer de trouver. Alors, il y a le cadre réglementaire, notamment dans la prime à devenir, qui nécessite d'avoir une interface de supervision, et après, selon les différentes solutions qui sont proposées soit par les producteurs, soit par les prestataires du marché, vous avez des fonctionnalités qui peuvent différencier et qui vont aussi correspondre à un besoin. Donc, entre une borne qui est ouverte au public, une borne qui ne l'est pas, une borne qui a l'usage unique du patron, comme parfois on a le cas, n'est-ce pas Raphaël? Une borne qui est pour les salariés, pour la flotte, ben vous allez avoir des besoins spécifiques. La politique aussi sociale des entreprises peut être différente entre la possibilité de le faire gratuitement, le faire payant, de suivre vraiment les consommations aussi de chaque service. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions à se poser en fait, quand on choisit une solution. Donc voilà, il y a la dimension réglementaire, mais il y a aussi, le fait de bien qualifier le besoin pour, choisir une solution qui est adaptée, à la problématique de l'entreprise. Vas-y Raphaël, je te redonne la main. Merci. Donc c'est vrai que comme dit Charlie, voilà, la qualification du besoin du client est très importante. Parce que bon voilà, c'est quand même un investissement d'installer des bornes et on va voir justement les paramètres qui peuvent faire varier ces coûts d'installation.
Donc le Ça, proverbe, je te recoupe encore, mais c'est un point qui est vas-y. vraiment important, c'est qu'on a tendance Mmh. à regarder les prix des bornes et en réalité, si vous avez eu l'occasion de tester, ce qui est un vrai enjeu plus que le prix de la borne. Alors il y a c'est important la borne notamment, encore une fois, cette partie supervision, la qualité, de bien choisir le calibrage, de bien choisir la puissance par rapport au véhicule et cetera et après, il y a vraiment une dimension, où il faut faire une analyse de prix-qualité aussi, et éventuellement, évolutivité de l'installation parce que vous pouvez commencer avec 2 bornes et vouloir, se dire que, ben, sur du long terme, on va en avoir 10. Donc il y a vraiment un sujet et des questions à se poser au moment de l'installation et donc on a essayé avec Raphaël de reprendre, toutes les contraintes qui peuvent, bah, être des critères de choix au moment de la sélection, soit du prestataire ou de l'installateur de la borne. Hem et donc vas-y Raph. Ouais. Ouais, c'est ça, Charlie, tu as tout à fait raison. Donc, c'est vrai que le premier critère, donc voilà, ce qui est le plus pertinent, c'est forcément, limiter la distance entre le tableau électrique, donc, bah, le point d'où part l'énergie et l'emplacement des bornes. Plus, le trajet sera long, plus on va devoir donc tirer des câbles, mettre des protections de câbles, faire de la tranchée sur, de longues distances. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier paramètre qui rentre en compte, la distance. Donc il faut toujours sur un parking essayer, bah, de rapprocher les places dédiées à l'emplacement des bornes au TGBT, au tableau électrique principal. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, juste en dessous, donc le génie civil VRD. Donc ça, bien sûr, ça va dépendre du type de revêtement et de la distance. Forcément, faire des tranchées dans de l'enrobé ou dans de la terre végétale, ça va avoir bah, des coûts différents. Si on doit contourner, enfin voilà, il y a plein de solutions à chaque fois, en fonction des sites, mais globalement, des tranchées dans de l'enrobé, voilà, bah, forcément ça augmente les coûts d'installation et s'il y a rien autour pour contourner, ça va être compliqué de faire autrement et de limiter ses coûts. Limiter ses coûts, voilà, ça va être juste, limiter la distance entre le tableau et les bornes. Donc le type de revêtement qui est aussi, important entre le TGVT et les bornes. La puissance de la borne aussi, aura un impact. Alors, qui dit puissance dit forcément, plus la puissance est grande, plus il va falloir protéger, l'installation. Et les protections de câbles aujourd'hui, avec les prix du marché, sont de plus en plus chères. Tout ce qui est composants électriques, voilà, c'est les prix flambent et voilà, il y a même des voilà, enfin, vous connaissez, c'est comme pour les véhicules électriques, hein. Le marché fait qu'aujourd'hui, il y a des retards de fabrication, la production est ralentie, donc voilà. Donc, tous les prix augmentent de composants électriques, électroniques. Donc voilà, la puissance de la borne, c'est aussi un paramètre à prendre en compte, dans l'installation. Il faut vraiment essayer de qualifier son besoin au maximum. Donc voilà, pas dire, voilà: «Je veux un superchargeur», voilà. Vous allez très vite vous rendre compte qu'au final, vous en avez pas l'utilité et que ça va vous coûter très cher. Donc même par rapport à des bornes AC qui vont de 3,7 à 22 kilowatts, si on n'a pas besoin de 22 kilowatts ou 11, voilà, on installe du 7,4 kilowatts qui va très bien sur une installation, monophasée et qui va limiter les coûts de protection, voilà, de l'installation. Ce qui peut aussi augmenter les coûts d'installation, c'est l'installation d'un tableau divisionnaire. Un tableau divisionnaire, c'est quoi? C'est lorsque le TGBT, donc le tableau électrique principal, enfin voilà, est saturé et on n'a pas la place de mettre des départs de bornes. Voilà, on le relie avec un seul câble au tableau divisionnaire, puis de ce tableau divisionnaire, on le fait partir jusqu'aux bornes, voilà, pour optimiser l'installation, laisser de la place dans le tableau principal et limiter aussi les coûts de protection de câbles. Voilà. Donc quand on dépasse 2 ou 3 bornes, à 90 des cas, on fait installer un tableau divisionnaire. Et enfin, le dernier donc paramètre qui peut, faire augmenter les coûts d'installation, c'est s'il y a besoin d'augmenter la puissance souscrite du site. Donc, bien souvent, on pense pas forcément à ce que, l'installation de 1 ou 2 bornes ou 3 nous fasse augmenter la puissance souscrite, mais si, parce que voilà, la demande, l'appel de puissance va être beaucoup plus important. Il faut toujours partir du principe que si jamais les bornes sont toutes utilisées en même temps, ça va forcément tirer, voilà, beaucoup d'électricité sur le site et si on est déjà, limite par rapport à sa puissance souscrite, il faut forcément se poser la question. C'est un accompagnement que nous proposons, nous, à nos clients aujourd'hui et voilà et parfois donc ça nécessite, une augmentation de puissance souscrite qui va juste être, voilà, un appel avec Enedis, pour faire la manipulation. Mais pour des cas complexes, ça va demander des travaux et qui dit travaux dit, voilà, long processus, des délais qui sont plutôt longs aussi. Donc c'est vrai que c'est pas facile de se coordonner à ce niveau-là et il faut anticiper le plus possible, voilà, cette question de puissance souscrite, puissance disponible et puissance des bornes.
Voilà donc tous les critères qui vont pouvoir faire augmenter ou limiter les coûts d'installation. Charlie, je te laisse conclure sur notre belle Voilà. offre. Du coup, pour terminer, avant de passer potentiellement aux questions, on avait 50 minutes et l'idée c'était de garder 15 minutes sur la fin. Si vous avez des questions, encore une fois, ce sera sur le petit bouton discuter là. Du coup, globalement, nous, pour répondre on fait un peu de promotion et de marketing, on profite de l'occasion, mais c'est aussi intéressant pour comprendre quelles sont les composantes qu'il faut avoir en tête quand on a un projet comme l'installation d'une borne électrique. Globalement, la solution sur laquelle on a travaillé, c'est ça. C'est la première, c'est de trouver la solution. Donc, vous avez compris qu'il y a pas mal de critères pour sélectionner la bonne solution entre, encore une fois, le besoin ouvert, fermé, voilà, globalement, le nombre de bornes, le type de véhicule, etc. Donc, bien choisir une solution qui est adaptée aux besoins et aussi se projeter sur une solution qui soit évolutive. Derrière, de gérer cette installation, bien entendu. Le deuxième point, c'est tout ce qui va être le pilotage et la maintenance, notamment dans le cadre de l'obtention de prime à devenir, puisque c'est obligatoire. Donc, attention à la plateforme de gestion, gérer la maintenance aussi qui est réglementaire et qui est nécessaire dans le cadre d'une prime à devenir. Donc ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est tout l'accompagnement sur la prime à devenir. Donc, globalement, nous, c'est un processus qu'on a internalisé et qu'on gère pour le compte de nos clients. Donc après, certains clients non, pas généralement non, mais peuvent le faire eux-mêmes, mais c'est des choses qui sont administratives et qui demandent aussi une certaine connaissance des plateformes et donc sur lesquelles on accompagne les clients. Donc ça, c'est vraiment sur la partie borne et c'est souvent là où les prestataires s'arrêtent et nous, on a décidé d'aller un petit peu plus loin de par notre métier, aussi, traditionnel. Donc, il y a tout un sujet quand même à prendre en compte sur l'optimisation des compteurs électriques, notamment de la puissance. Donc si c'est une nouvelle installation, il y a un sujet de raccordement, et de gestion de la puissance du nouveau compteur. Si c'est un compteur existant, il faut, s'assurer qu'on peut l'utiliser et surtout qu'on a la bonne puissance pour éviter, de soit disjoncter, mais aussi potentiellement sur les plus gros compteurs, de payer des pénalités en cas de dépassement de puissance. Donc là, il y a tout un travail, une étude que nous sur lesquelles on accompagne nos clients. Hem Potentiellement aussi, l'installation de bornes peut reposer la question, du contrat de fourniture d'énergie. Donc encore une fois, si c'est un nouveau compteur, forcément il faut trouver un fournisseur, hein, pour pouvoir se fournir en électricité. Si c'est un compteur, un contrat existant, il y a aussi, potentiellement l'analyse à faire au moment du renouvellement, d'adapter son tarif par rapport aux nouveaux besoins, hein. C'est un usage assez spécifique finalement la recharge. Donc, selon l'impact que ça peut avoir sur votre profil de consommation, il y a sûrement des choses à regarder au niveau de l'offre, hem et du fournisseur potentiellement aussi. Et comme vous avez vu tout à l'heure avec Raphaël, potentiellement il y a des signaux prix, qui sont mis dans les pilotages. Donc, si vous n'avez pas ces signaux prix dans votre contrat de fourniture, ça sert à rien. Si vous les avez, tant mieux et il faut les utiliser au mieux. Et puis il y a un autre sujet, alors sur lequel on accompagne les clients à la demande, c'est qu'on propose également, de les accompagner dans le changement, dans le renouvellement du parc. Donc, ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est que, il y a des clients qui ont un parc, une flotte automobile qui est liée à du diesel ou à du sans-plomb et puis qui décident de passer soit en hybride encore une fois, soit en électricité. Donc, nous, on s'est fait accompagner d'un prestataire qui fait un peu notre travail, mais sur les voitures et du coup, qui remet en concurrence, les différents prestataires pour essayer de trouver une solution adaptée. Donc là, vous avez encore une fois, on vous a présenté ce que nous on fait, mais ça donne quand même l'image de toutes les choses qu'il faut, tous les impacts en gros que peut avoir l'installation et le projet d'installation d'une borne et la volonté pour mon courtier énergie, c'est d'essayer de proposer une solution d'accompagnement à 360 degrés sur ces sujets. Et donc voilà. On est dans le timing normalement, Raph. On avait dit 35 Ouais, minutes de presse et 15 ouais, c'est minutes ça. de questions. Donc on a été bon pour ça. Maintenant à vous de voir si vous avez des questions. Encore une fois, il faut utiliser le petit bouton d'idée, et si, vous avez des questions, vous pouvez y aller. Sinon, pour l'instant, j'ai pas de questions. Moi, tout à l'heure, je suis ton assistante Raphaël, mais je vois pas de questions. Bon, très À bien. part Diego qui m'a dit bonjour, mais Ah, c'est gentil.
Ouais, bon, écoute, mais merci à tous pour l'écoute et on est à disposition Bah, pour on est répondre à encore vos dispo de toute questions. façon là, Voilà. voilà, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, on reste encore 5 minutes en ligne. S'il y en a pas, ben, on ira, accompagner des clients pour leur installer des bornes, C'est ça. ou autre chose. Merci pour votre, participation et votre temps et encore une fois, on reste à dispo, si vous avez besoin, que ce soit là pendant sur le chatter ou d'une manière générale, en off. Donc, je crois qu'on en a mis nos coordonnées à la fin, Raph, non? Attends, bouge pas. Mmh, non, Voilà, on a juste mis nos coordonnées de site, c'est bien aussi, c'est bien voilà. aussi. OK, merci à tout le monde. Merci.